L'histoire commence dans une grande ville, la nuit, avec tous ses bâtiments illuminés. À l'intérieur d'une camionnette en mouvement, une mauvaise nouvelle est annoncée à la radio. On apprend que les chasseurs coréens ont une nouvelle fois échoué dans un portail à 6 étoiles. À cause de cela, le public en ligne est furieux de leur performance. L'un des agents dans le véhicule se plaint que leur rivalité avec le Japon appartient au passé, mais un autre coéquipier essaie de rester optimiste et d'avoir confiance en les nouvelles recrues. Il se tourne alors vers Seo Yeol, le chef du département de sauvetage. Le jeune homme répond froidement que c'est un problème que les chasseurs doivent régler. Puis, Akali s'agace de son attitude et lui dit de se concentrer sur la mission. Il continue de râler en disant que tous les chasseurs de guilde sont les mêmes. Notre protagoniste réfléchit simplement à la plainte typique d'un employé. Ils font partie des chasseurs de l'agence, une organisation de niveau intermédiaire. Cette agence est divisée en 3 départements différents, les athlètes, la supervision et le sauvetage. Dans ce système, son travail consiste à sauver des gens à l'intérieur des portails. Cependant, sa compétence principale est quelque chose de bien plus important. À ce moment-là, les yeux du protagoniste se mettent à briller intensément. Son véritable rôle est d'être un tracker, de trouver des gens. L'équipe arrive sur le lieu de la mission et se retrouve face à un immense portail. Le chef d'escouade tape dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Il annonce que la mission est de secourir les membres de la guilde épique à l'intérieur. Soudain, un vieil homme aux cheveux blancs s'approche en leur parlant. Le protagoniste est dérangé par la façon dont le vieil homme leur a parlé. Cet homme est Baek Junwon, un cadre de la grande guilde Overcross. Il est connu pour forcer les guildes partenaires à entrer dans les portails. Le vieil homme se fiche des vies tant qu'il peut en tirer profit. L'équipe de sauvetage essaie d'ignorer l'homme en disant qu'ils sont pressés. Baek propose alors l'aide de sa guilde pour la mission, mais Seo Yeol le confronte en disant que tout ce bazar est de sa faute. Notre héros déclare qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qu'ils s'occuperont de leurs propres problèmes. Le cadre dit simplement, c'est dommage, alors que l'équipe entre dans le portail. Dehors, le cadre arbore un sourire malveillant en les regardant partir. Maintenant à l'intérieur du portail, dans une jungle, une fille crie désespérément à l'aide. La jeune femme essaie de soigner un coéquipier blessé en lui disant que l'équipe de sauvetage arrive, mais 2 énormes monstres s'approchent par derrière alors qu'elle le supplie de vivre. La fille se retourne et est complètement terrifiée par ce qu'elle voit. L'une des créatures lève sa griffe pour frapper la jeune femme sans défense. Sur ce, elle ferme simplement les yeux, attendant sa fin inévitable. Soudain, une silhouette floue passe en coup de vent et quelque chose est projeté au loin très rapidement. L'un des membres de l'équipe de sauvetage a sauvé la fille à la dernière seconde. Il se place alors devant elle pour la protéger de tout autre danger. Ensuite, notre protagoniste s'approche et lui demande si elle va bien. Le jeune homme sourit et annonce que l'équipe de sauvetage est enfin arrivée. À ce moment-là, le chef d'escouade crie le nom de notre héros. Il prévient que le chemin est bloqué et qu'ils doivent trouver une autre sortie. Le protagoniste active alors sa capacité et ses yeux se mettent à briller. Sa technique d'onde silencieuse lui permet de cartographier toute la zone environnante. En se concentrant sur le son, il peut voir la structure du donjon à travers les échos. Grâce à cela, il cartographie le chemin et même les monstres qui s'y trouvent. La capacité révèle une carte complète de toute la zone du donjon. Cela permet au jeune homme de trouver une autre voie de sortie. Il informe le chef qu'il a trouvé un chemin et ce dernier le félicite. Puis la fille est portée par l'un des membres pour qu'il puisse s'échapper. Toute l'équipe se met à courir vers la nouvelle voie de sortie. La fille secourue demande si c'est vraiment le bon chemin. L'un des agents dit que même si le tracker est de Randé, ses compétences sont les meilleures du pays, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il dit cela avec une grande confiance, mais un monstre apparaît devant eux. Cependant, un autre chasseur apparaît et détruit la créature d'un seul coup. Le chef commence à transpirer nerveusement, se demandant si le chemin est vraiment sûr. Le chemin était infesté de ghouls et maintenant l'équipe est encerclée. L'équipe de sauvetage se défend contre les monstres qui avancent sans relâche. L'un des agents protège la fille tout en se préparant au combat. Notre protagoniste se rend compte que le chemin mène bien à la sortie. Cependant, il remarque que les monstres savent aussi où ils vont. Il pense qu'un nécromancien est derrière tout ça, contrôlant les monstres. Son 6e sens s'active et il confirme que quelqu'un contrôle les ghouls. Soudain, un bâton frappe le sol, activant un grand piège. Un immense cercle magique apparaît de nulle part, piégeant toute l'équipe. Le chef panique et se demande ce qu'est cette chose violette. L'un de ses coéquipiers crie désespérément que c'est un sort puissant. Il continue de crier à tout le monde de sortir rapidement du cercle magique, mais le mystérieux lanceur de sorts observe tout à distance. Le sort commence alors à affecter la vitesse de tous les chasseurs. Le chef dit au protagoniste de l'oublier et de courir pour se sauver. À ce moment-là, il est touché par une attaque et ne peut plus bouger. Le chef d'escouade est tiré en arrière par la magie mystérieuse. Notre héros bondit alors en avant pour essayer de sauver son coéquipier. Sa vitesse de déplacement est également limitée par la magie dans la zone. Il promet alors qu'il le sortira de là quoi qu'il arrive, mais le chef lui crie de ne pas s'approcher. Il ordonne au jeune homme de prendre les autres et de sortir de là aussi vite que possible. Le chef semble déterminé à se sacrifier pour sauver le reste de l'équipe. Il serre les dents, acceptant son sort pour que les autres puissent vivre. Avec un regard triste, le chef s'excuse pour sa décision, mais notre héros lui dit de ne pas agir comme si c'était déjà fini. Le jeune homme est laissé seul au centre du cercle, encerclé de toutes parts.
Il se tourne alors et dit que l'ennemi ne faisait que jouer avec eux. Ses yeux brillent intensément alors qu'il fixe l'obscurité devant lui. Finalement, le boss du donjon, Caracal, révèle sa véritable forme. Le monstre dit que c'était le plan, mais il est surpris par le garçon. Notre héros sourit d'un air narquois et dit qu'il révélera peut-être son secret si le monstre le laisse vivre, mais le boss du donjon n'apprécie pas la provocation et se prépare à attaquer. Il fonce alors en avant en disant qu'il transformera le jeune homme en l'une de ses goules. La malédiction du monstre commence à consumer le corps de notre protagoniste. Un message système l'avertit que sa vie diminue alors qu'il crie de douleur. De loin, le chef pleure, pensant que le sacrifice du garçon a été vain. Il se souvient que les chasseurs de guildes ne se soucient que de l'argent. Des images d'un monstre vaincu lui reviennent en mémoire, lui rappelant son passé. Il se souvient du héros qu'il a sauvé quand il n'était qu'un enfant. Le mystérieux chasseur s'est excusé de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Cet homme a pleuré devant lui, se lamentant sur les pertes de la bataille. À ce moment-là, le garçon a décidé qu'il voulait être comme ce chasseur de l'agence. C'est pourquoi il crie qu'il ne peut pas être vaincu ici et active toutes ses compétences. Utilisant ses pouvoirs, il commence à cartographier à nouveau tout le donjon. Son onde d'énergie se propage dans tout le temple à la recherche d'une sortie. Il cherche désespérément quelque chose qui pourrait lui donner une chance de renverser la situation. Puis sa capacité trouve un couloir avec la statue d'une étrange créature. Soudain, ses yeux s'illuminent alors qu'il trouve quelque chose de très étrange dans la zone. Il se demande pourquoi seul ce monument brille. Les symboles sur la roche se mettent à briller intensément, attirant son attention. Un nouveau message système apparaît, indiquant qu'il a accédé à une classe secrète. Le boss du donjon remarque que le jeune homme se bat jusqu'au bout, alors le monstre avance dans le but de mettre fin à la souffrance du garçon. Notre héros est encerclé et n'a nulle part où fuir les monstres. Le système lui demande alors s'il veut changer pour la classe d'architecte de labyrinthe. Pendant ce temps, une des créatures parvient à détruire le monument d'un seul coup. Une autre goule fonce pour porter le coup de grâce au protagoniste sans défense. Les yeux remplis de fureur, le jeune homme réalise qu'il n'a rien à perdre. Alors il crie de toutes ses forces qu'il accepte le changement de classe. La mission de changement de classe est acceptée au moment où le monstre est sur le point de le frapper. Soudain, le système annonce que le tutoriel pour la nouvelle classe va commencer. Le monde autour du protagoniste commence à se transformer en cube de données. Le monstre baisse les yeux vers son propre pied, surpris par ce changement étrange. Le boss du donjon crie, confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Il se retourne alors et réalise que notre héros s'est volatilisé. Le jeune homme se trouve maintenant dans un autre endroit et sa fiche de personnage apparaît. Il remarque que son ancienne classe a disparu et se demande s'il s'est réveillé. Le jeune homme regarde alors autour de lui, essayant de comprendre où il a atterri. Il en conclut que cet endroit doit être la zone de tutoriel du système. Puis un nouvel écran avec des informations apparaît devant notre protagoniste. La mission est d'éliminer 20 ghouls en 24 heures en utilisant la fonction carte. Il comprend la plupart de la mission, mais ne sait pas ce qu'est la fonction carte. Soudain, une carte holographique apparaît devant lui, le laissant surpris. Le jeune homme observe la carte en 3 dimensions et la trouve assez facile à lire. Le point vert au centre de la carte représente sa position actuelle. Le reste de la carte montre un grand labyrinthe avec plusieurs points rouges. Il devine que ces points rouges doivent être les ghouls qu'il doit chasser. Le reflet de la carte dans son œil montre qu'il a compris comment tout cela fonctionne. Pour un tracker comme lui, cette tâche semble être un jeu d'enfant. Avec un soupir de soulagement, le jeune homme se prépare pour le nouveau défi. Il sourit avec confiance et se prépare à commencer son tutoriel de classe. Mais immédiatement, une goule en colère apparaît devant lui, prête à attaquer. Sans perdre de temps, le jeune homme s'avance et abat la créature avec sa nouvelle arme. Le système annonce qu'il a gagné un niveau, mais qu'il reste encore 4 monstres. Il pense que le tutoriel est plus facile que prévu et continue. Après cela, notre héros utilise sa compétence de carte pour trouver les monstres. Le chasseur continue la traque et réduit le nombre de cibles. Il se sentait en confiance jusqu'à ce qu'une créature géante se mette à le poursuivre. Le pire, c'est que ce monstre n'apparaissait pas sur la carte comme les autres ghouls. Le gars entre alors dans un grand couloir en pierre pour commencer la chasse, mais le jeune homme n'est pas sûr de pouvoir abattre une créature aussi forte. Malgré tout, il doit chasser les autres rapidement pour avoir le temps de l'affronter. Le protagoniste court donc pour trouver les monstres restants dans le labyrinthe. Soudain, une des dernières ghouls apparaît devant lui pour une confrontation. Le gars se prépare pour le combat et remercie le monstre d'être venu se faire battre seul. La créature s'approche lentement, ses griffes acérées prêtes à l'emploi. Cependant, notre héros réalise qu'il s'agissait en fait d'une embuscade. Le gros monstre et 2 autres ghouls apparaissent, encerclant le chasseur. Il regrette de s'être précipité à cause du temps et de ne pas avoir vérifié la carte. Maintenant, il doit se calmer et trouver un nouveau plan très rapidement. Le problème, c'est qu'il est encerclé et doit les dépasser pour s'échapper. Peu importe comment il y pense, la situation ressemble à une partie d'échecs. Et dans ce jeu, sa seule pièce est en position d'échec et mat. Le gars a des sueurs froides, pensant que c'est sa limite en tant que chasseur. Mais il réalise que la situation est trop étrange pour un simple tutoriel. Alors le jeune homme crie au système, demandant quelque chose qu'il puisse utiliser pour se battre. Le système répond en activant toutes ses compétences en même temps. Notre héros met alors les créatures au défi d'essayer de l'abattre avec tout ce qu'elles ont.
Soudain, une nouvelle compétence appelée bloc rotatif est découverte. Avant qu'il ne puisse comprendre, un cube en forme de dé se forme autour de lui. Une main holographique apparaît et, d'un simple contact, fait tourner l'énorme cube. Le gars est confus par le mot tourner tout en tenant le bras d'un monstre. Juste à ce moment, les trois ghouls sautent tout en même temps pour attaquer le chasseur sans défense. Mais alors que le cube tourne, la plateforme sur laquelle se trouvait notre héros change de position, et les monstres finissent par tomber dans un trou là où ils se tenaient. Les créatures sont confuses, ne comprenant pas où le jeune homme est passé. Il réalise alors enfin comment il doit utiliser sa nouvelle compétence spéciale. Avec un sourire, il pense que la chasse va être beaucoup plus facile maintenant. En utilisant la nouvelle technique, il parvient à séparer les monstres pour les combattre un par un. Le gars court donc dans le couloir nouvellement créé, fuyant les deux ghouls. Il saisit l'occasion et attaque l'une des créatures qui était restée en arrière. Ensuite, le chasseur achève l'autre monstre avec sa dague d'énergie. La dernière ghoul devient complètement enragée et son corps se met à luire en rouge. La créature court alors désespérément à travers les couloirs du grand labyrinthe. Notre héros active à nouveau sa compétence pour changer le décor du combat. Le monstre est projeté contre le mur par la force de la rotation du cube. Sous le lourd impact, la créature tombe au sol, complètement vaincue. Maintenant, il ne reste plus que le dernier et le plus puissant des monstres pour terminer la mission. Le jeune homme s'avance donc pour la bataille finale contre le chef des ghouls. D'un coup direct, il frappe la créature géante en plein dans la poitrine. Le monstre rugit de douleur, mais il ne semble pas vouloir abandonner le combat si facilement. La créature parvient à agripper très fort le bras du gars et ne le lâche pas. Malgré la douleur, le jeune homme ne faiblit pas et reste ferme dans son attaque finale. Il dit au monstre qu'il n'a pas fait tout ce chemin juste pour être vaincu. Alors que son œil brille, une puissante énergie dorée commence à jaillir de son œil avec une grande intensité. Utilisant toute sa force, il abat le dernier monstre d'un coup puissant. Le système annonce alors que le tutoriel est terminé et que sa classe a été changée. De retour dans le monde réel, dans une rue pluvieuse, quelqu'un crie pour appeler le chef de section. L'équipe de secours essaie de retourner au portail mais est arrêtée par les agents. Un des membres crie alors nerveusement que le portail vient de disparaître. Il apparaît alors, mangeant une glace, et demande quel est le problème. Notre héros s'approche avec un parapluie et demande pourquoi ils sont si en colère. Ses compagnons sont sous le choc et le pointent du doigt, incapables de croire ce qu'ils voient. Le gars sourit et leur dit de prendre une glace et de rentrer chez eux. Quelque temps plus tard, par une journée normale, les gens se promènent paisiblement dans la ville. Puis le système crée une nouvelle compétence appelée sphère pour notre héros. Il teste la nouvelle technique, qui sert à piéger les ennemis dans un labyrinthe. Le message avertit que les ennemis peuvent devenir plus forts s'ils s'échappent. Comme la sphère est invisible, il pense qu'il serait facile de piéger les ennemis. Mais pour survivre, il doit remplir son labyrinthe de monstres puissants. La seule façon de le faire est de vaincre des ennemis et d'activer le roi du labyrinthe. Finalement, il conclut qu'il doit lui aussi devenir beaucoup plus puissant. Soudain, une fille le surprend en lui demandant à quoi il pense. La jeune femme y et offre une pomme au garçon alors qu'il se remet du choc. Elle explique qu'elle apportait les fruits à sa mère quand elle l'a trouvé là. Il est surpris par la quantité et elle dit que c'est un cadeau des voisins. Les deux marchent alors ensemble et il lui demande comment se passe l'école. La fille prend un air triste et découragé en parlant de ses études. Il répond que l'école est toujours la même et demande si c'est vrai. À ce moment-là, une femme désespérée crie en demandant à entrer dans un bâtiment. Les policiers la retiennent alors qu'elle les supplie de sauver sa fille, Sammy. La femme dit que la fille est toujours dans la chambre d'hôtel qui est bouclée. Notre héros ne voit aucun feu et suspecte une rupture de donjon. Cela arrive quand un portail reste ouvert trop longtemps et que les monstres s'échappent. Il s'excuse alors auprès de la fille et lui rend les pommes pour qu'elle les tienne. Le garçon dit qu'il doit aller travailler pour le département de sauvetage. La police essaie de contrôler la situation et d'évacuer la zone de l'incident. Un des officiers essaie d'empêcher notre héros de franchir le ruban de sécurité, mais le jeune homme montre sa carte d'identité du département de sauvetage SEAL. L'officier le reconnaît, mais le garçon dit qu'il y va avant l'équipe. L'officier essaie de le retenir, en criant qu'il ne peut pas le faire seul. Il prévient que l'hôtel est infesté de gobelins rouges très dangereux. Mais notre héros dit que c'est exactement pour ça qu'il doit y aller rapidement. Le garçon rappelle à l'officier que la mère désespérée a dit qu'il y avait un enfant à l'intérieur. Et comme les chasseurs de la guilde ne sont pas arrivés, il est le seul à pouvoir aider. Avec un air confiant, il dit que ce n'est pas grave car il n'est pas seul. Puis il entre dans l'hôtel en pensant que la guilde en Wall était censée s'occuper de la zone. Mais la vérité est que les guildes ne se soucient pas des portails qui ne sont pas rentables. Et à cause de cette cupidité, les ruptures de donjons finissent par devenir des tragédies. La carte révèle alors que contrairement aux autres monstres, celui-là se déplace seul. Mais le jeune homme n'est pas sûr de pouvoir abattre un tel. Malgré tout, il doit chasser les autres rapidement pour avoir. Alors le protagoniste court pour trouver les monstres restants dans le. Soudain, une des dernières ghouls apparaît devant lui pour un affrontement. Le garçon se prépare pour le combat et remercie le monstre d'être venu se faire tuer. La créature s'approche lentement, ses griffes acérées prêtes. Cependant, notre héros réalise qu'il s'agissait en fait d'une embuscade. Le grand monstre et deux autres ghouls apparaissent, encerclant le chasseur. Il regrette d'avoir été pressé par le temps et de ne pas avoir vérifié la carte. Les créatures sont maintenant piégées dans son labyrinthe avec les monstres du tutoriel. Avec un sourire,
Il dit que le vrai spectacle est sur le point de commencer. À l'intérieur du labyrinthe, un gobelin rouge court devant l'un des monstres du tutoriel. Cette espèce se déplace habituellement en meute et n'est pas très différente d'un gobelin normal. Cependant, il y a une grande et importante différence entre les deux créatures. La principale caractéristique de cette race est qu'ils chassent intelligemment. C'est pourquoi les 3 gobelins font équipe pour attaquer le monstre violet qui était seul. Mais notre héros ne va pas laisser faire ça et active le pouvoir du labyrinthe. Soudain, un mur d'énergie verte apparaît et projette le monstre au loin. Les gobelins sont alors projetés contre le mur sans rien comprendre. Les créatures sont projetées au loin et ne peuvent pas attaquer le monstre. Le garçon remarque qu'il s'habitue rapidement au labyrinthe. Il parcourt alors le couloir et se dit qu'il doit les garder à l'œil. Le jeune homme met les monstres au défi d'essayer d'être malin à l'intérieur de son labyrinthe car là-dedans, ils seront la proie, pas les chasseurs. Il trouve alors le panneau du 17e étage et se dirige vers le sauvetage. Le garçon entre dans l'une des chambres et commence à chercher la petite fille. La petite Sammy se cachait et le chasseur lui demande si c'est bien elle. Avec un sourire, il lui dit qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter car il s'est déjà occupé de tout. Les deux marchent alors main dans la main dans le grand couloir de l'hôtel. Elle demande s'il a vaincu les monstres et le garçon confirme que oui. Il pense que piéger les gobelins dans le labyrinthe était une excellente idée. S'il n'avait pas fait ça, la fille aurait déjà été trouvée par eux. Soudain, un message système apparaît devant notre héros. L'avis indique que plus de la moitié des monstres du labyrinthe ont été vaincus. Il emmène alors la fille à l'ascenseur et la porte se ferme pour qu'elle descende. La jeune fille demande s'il ne vient pas avec elle et le garçon lui dit au revoir avec un sourire. Il dit qu'il doit s'occuper du dernier monstre resté dans l'hôtel. À l'intérieur de la sphère, le roi gobelin rouge achève tous les monstres. Le chasseur se rend compte que le chef gobelin pourrait détruire son labyrinthe. Et comme il doit vérifier quelque chose à l'intérieur, il décide de s'en occuper. Notre héros ouvre alors un portail sur le sol et entre dans son propre labyrinthe. À l'intérieur du labyrinthe, le garçon est surpris par la scène de destruction. Il réalise que le roi gobelin a vraiment fait un carnage. Alors il dit au monstre d'arrêter de déranger ses créatures et l'interpelle. Un mur se déplace et coince le roi gobelin dans un couloir sans issue. La créature est plaquée par le mur, sans aucune échappatoire. Notre héros lui fait alors signe de la main pour l'affrontement final. Le roi gobelin devient furieux et hurle qu'il va en finir avec cet humain. Avec sa lance enflammée, la créature charge notre héros mais le garçon esquive le coup très calmement et avec sang-froid. Il esquive l'attaque et le monstre passe juste à côté de lui, incapable de le toucher. Le jeune homme sent son corps léger malgré la fatigue du combat précédent. Sa fiche de statut montre le niveau qu'il a atteint en tant que concepteur de labyrinthe. Il prévoyait juste de tester ses compétences et d'utiliser les monstres dans le combat. Mais maintenant, il pense pouvoir s'occuper seul du roi gobelin. La créature charge alors une fois de plus avec sa lance enflammée. Cependant, notre héros bloque le coup avec une explosion d'énergie bleue. Le monstre essaie de forcer l'attaque mais l'énergie est trop forte pour lui. Saisissant l'occasion, le garçon assène un puissant coup de poing à la créature. Le roi gobelin est projeté en l'air par la force de l'impact du coup. Notre héros se prépare alors à continuer le combat sans se reposer. Il remercie le monstre de l'avoir projeté si loin exprès. Le roi gobelin regarde sa main blessée et le garçon lui demande s'il va encore se battre. Pendant ce temps, la main de notre héros, qui a également été blessée, guérit d'elle-même. Il dit qu'il peut aussi cocher ça de sa liste et demande où est la force du roi. Le jeune homme dit qu'il a investi 2 millions et ne veut pas de problème. La créature devient encore plus furieuse face à la provocation de notre héros. Il se demande alors si le roi gobelin a maintenant peur de lui. Complètement enragé, le monstre explose dans une vague de feu et de puissance. Sa lance brille intensément et il déchaîne un coup dévastateur en hurlant qu'il en finira avec ce type. Il charge avec toute sa puissance pour l'attaque finale. Il fait face au monstre et dit qu'il voulait vraiment voir ça de ses propres yeux. Le roi gobelin charge de toutes ses forces et sans crainte pour son attaque la plus puissante. Mais sur le sol, une chaîne avec un cadenas s'active comme un piège. C'était un dispositif de répulsion inévitable dans n'importe quel labyrinthe du système. Le monstre est alors projeté vers le haut de toutes ses forces et reste coincé au plafond. Notre héros lui dit simplement au revoir avec un sourire et un adieu très calme. Le système annonce que le piège du plafond à pointe a été activé. Les chaînes retenant la créature se relâchent et la laissent tomber. Le jeune homme observe alors les énormes pics de pierre. Il vérifie le coût de 20 pièces d'or pour installer le piège dans le labyrinthe et, avec un sourire, il conclut que les pièges valent bien l'investissement. Le système l'informe alors qu'il a gagné un niveau et que la horde a été incorporée. De retour à l'hôtel, notre héros sort au moment où l'équipe médicale arrive. Soudain, quelqu'un l'interpelle et il se retourne pour voir de qui il s'agit. Le chef de section lui fait face et lui demande ce qu'il faisait là-dedans tout seul. Il lui demande ensuite s'il est vrai que le jeune homme s'est occupé de tous les gobelins. Le jeune homme dit qu'il ne se souvient de rien et le chef lui dit d'être honnête. À ce moment-là, un homme s'approche, interrompant leur conversation. Il se présente comme étant Kwon Sung-sun, le chef de section de la guilde en Wall. Notre héros et son chef restent silencieux et se contentent d'observer l'homme. Le nouveau venu les remercie sincèrement pour leur coopération lors de l'ouverture du donjon. Il s'approche ensuite et commence à parler de la vraie raison de sa présence. Le maître de guilde leur demande d'éviter de donner des interviews aux journalistes. Sa guilde ne veut pas que l'histoire se propage et leur cause des problèmes. Il offre un parrainage en échange de l'aide et de la compréhension des chasseurs.
Notre héros pense que c'est ainsi qu'ils réduisent les gens au silence. Alors que les chasseurs de l'agence sont de rang D, les chasseurs de la guilde atteignent le rang S. C'est pourquoi les gens font davantage confiance aux chasseurs de guilde pour les protéger. L'exploitation de cette confiance est ce qui rend notre héros le plus furieux. Il serre alors la main du maître de guilde et dit qu'il comprend la situation. Le jeune homme pense qu'il n'a aucune intention d'aggraver les choses ni de chercher à attirer l'attention. Mais avec un sourire, il conclut qu'il ne peut pas laisser les choses se terminer ainsi. Il attrape alors le bras de l'homme et dit qu'il peut nettoyer le désordre de la guilde. Et pour cela, il veut un parrainage de 10 milliards pour le département de sauvetage. Le jeune homme dit qu'ils ont besoin de l'argent pour couvrir leurs besoins. Le maître de guilde est complètement choqué et s'envoie devant le montant. Quelques jours plus tard, dans un parc tranquille, le jeune homme en profite pour faire un peu d'exercice. Il s'arrête ensuite un instant et prend une boisson fraîche pour se reposer. Après avoir résolu l'affaire de l'hôtel, il a gagné 2 jours de congé bien mérités. Le jeune homme pense qu'il a tout résolu tout seul et a même obtenu de l'argent de la guilde. Mais le seul problème, c'est que ses collègues le dévisagent. Il pense que si la nouvelle de son réveil se propage, ça va être pénible. Pour l'instant, le chasseur décide donc de se concentrer uniquement sur la gestion de son labyrinthe. La première chose à faire est de réparer les murs et de ranimer les monstres à l'intérieur. Le problème, c'est que le coût total de 53 pièces d'or est très élevé. Mais comme il a déjà économisé 80 pièces d'or, le jeune homme décide de faire l'investissement. Les réparations terminées, il se prépare pour la prochaine étape de son plan. Soudain, son téléphone sonne, et il se demande qui l'appelle pendant son jour de congé. Le jeune homme répond et dit à la personne d'aller droit au but car il est en vacances. À l'autre bout du fil, une voix dit que c'est une bonne chose qu'il soit en congé en ce moment. La femme, nommée Lijumi, lui demande de trouver quelqu'un pour elle. Notre héros reste silencieux un instant pendant qu'elle continue de parler. Elle réalise alors que le jeune homme lui a raccroché au nez. Il pense qu'il n'a peut-être pas besoin de ranimer tous les monstres dans le labyrinthe. Cela économiserait de l'or et serait plus rapide s'il y entrait simplement en cas de besoin. Mais il se rend compte que les ranimer tous en même temps pourrait être un problème. Le jeune homme s'énerve et crie sur la femme au téléphone, mais elle le supplie de l'aider. La femme à l'autre bout du fil dit qu'il voudra l'aider quand il saura de qui il s'agit. Elle révèle alors que le nom de la cible est Kang Tizan, et le jeune homme est choqué. Malgré tout, il admet qu'il aimerait rencontrer cette personne au moins une fois. Les yeux brillants, il dit que quelqu'un de ce niveau serait assez facile à trouver. Pendant ce temps, dans le même parc, un groupe de personnes âgées s'amuse en jouant à un jeu. Un des joueurs fait un mouvement et son adversaire crie de surprise. Notre héros s'approche des vieillards et l'un d'eux demande à rejouer. Le chasseur sent une aura puissante et réalise qu'elle est encore plus forte de près. Le vieil homme brille d'une intense énergie rouge que seuls les éveillés possèdent. Le jeune homme devient pensif, se demandant si c'est vraiment l'homme qu'il recherche. L'un des vieillards l'appelle alors et lui demande s'il sait comment jouer à ce jeu. L'homme demande de l'aide et veut connaître le meilleur coup pour gagner la partie. Notre héros s'approche alors pour donner quelques conseils sur le prochain coup. Soudain, son 6e sens s'active et il perçoit un danger imminent. Le chasseur se jette sur le côté et esquive une attaque rapide et silencieuse. Les vieillards sont surpris en voyant une arme plantée dans un arbre juste derrière eux. Ce vieil homme dit qu'il peut ignorer ceux qui s'approchent avec de mauvaises intentions. Notre héros est alors certain que ses inquiétudes étaient vaines. Cet homme est l'un des 5 chasseurs de rang S de toute la Corée du Sud. Ce chasseur d'élite est capable de transformer n'importe quoi en une arme mortelle, et c'est Kang Tazin, le puissant maître d'armes et chasseur de rang S. Soudain, l'agresseur qui a essayé de l'atteindre apparaît et l'appelle maître. L'homme s'approche rapidement, mais le vieil homme ne semble pas content. Ensuite, le maître d'armes demande à notre héros s'il est du département de surveillance. Le jeune homme répond qu'il n'est qu'un simple éclaireur du département de sauvetage. Avec un sourire, il se vante que son seul défaut est d'avoir trop de talent. Le chasseur plus âgé le fixe alors et dit qu'il serait parfait s'il n'était pas si bavard. À ce moment-là, la femme du téléphone arrive et demande ce que le jeune homme faisait là. Elle dit au maître que les stagiaires sont rassemblés et qu'ils doivent bientôt rentrer. La femme demande alors à notre héros comment il a trouvé le vieil homme si rapidement. Il répond que c'est parce qu'il est très capable et dit que son travail est terminé, mais le maître d'armes l'empêche de partir et le traite de gamin arrogant. Il dit que puisque le jeune homme est aussi un chasseur de l'administration, il devrait le suivre. Le vieil homme les mène dans un grand bâtiment car il veut tester ses compétences. Pendant ce temps, une narration explique que chaque personne est veillée à une capacité maximale. Cela signifie que peu importe leurs efforts, ils ne peuvent jamais dépasser leurs limites. Cependant, le système ne définit pas tout, car les arts martiaux ne peuvent être mesurés. En d'autres termes, il est possible de devenir plus fort avec la maîtrise des armes. Et pour cette raison, le maître entraîne les jeunes chasseurs de la nouvelle génération. Tous les chasseurs de l'administration se rassemblent dans une grande salle d'entraînement. Notre héros est parmi eux et ne pense qu'à retourner dans son labyrinthe. Le maître appelle alors un des élèves et lui demande depuis combien de temps il s'entraîne. Les autres élèves commentent qu'il est l'un des rares chasseurs de rang B présents. Le maître dit qu'il a du potentiel et c'est pourquoi il est là, devant tout le monde. Tenant une épée, le vieil homme pose une question au jeune chasseur. Il demande ce qui est nécessaire pour manier l'arme correctement. L'élève répond qu'il faut de la force brute et de la compréhension de ses compétences. Le maître d'armes reste silencieux et ne semble pas beaucoup apprécier la réponse. Puis il se tourne vers notre héros et lui pose la même question.
Le jeune homme répond que le plus important est la volonté de manier l'arme. Les autres élèves sont confus et pensent que la réponse de l'autre était bien meilleure. Le vieux chasseur lui demande s'il est sûr d'une réponse aussi simple. Il confirme avec un sourire et pense que, comme prévu, Laurent est malin. Le maître l'attrape par le bras et dit qu'il est en effet très arrogant. Mais malgré tout, il admet que c'était la bonne réponse à la question. Notre héros est un peu surpris et remercie simplement le maître pour cette chance. Le vieux chasseur affiche alors un large sourire un peu inquiétant. L'autre étudiant devient furieux et crie qu'il n'accepte pas qu'un novice ait raison. Le jeune chasseur se demande pourquoi l'autre type se comporte comme un enfant. Le maître dit qu'il va leur faire passer un test à tous les deux, car cela va à l'encontre du plan initial. Ils doivent juste prouver leur réponse et le vieil homme leur demande s'il accepte. L'autre étudiant accepte immédiatement, mais notre héros dit qu'il passe son tour et refuse. Le vieux chasseur dit qu'il choisira l'autre type et demande si cela lui convient. Il révèle alors que réussir le test signifie devenir son disciple officiel. Le garçon est choqué d'avoir la chance d'être entraîné par un chasseur de rang S. C'était l'occasion de devenir plus fort et d'atteindre une position élevée. Le maître demande alors avec un sourire s'il est plus motivé maintenant. Notre héros reste silencieux un instant et pense à cette grande opportunité. Il serre alors les poings et montre qu'il a décidé d'accepter le défi. Avec un sourire, il dit que la motivation est maintenant plus que suffisante. Le test aurait lieu ici même, dans cette grande salle d'entraînement vide. Le maître explique que le test est simple et qu'ils doivent utiliser la compétence qu'il leur a enseignée. Celui qui remportera le défi deviendra son disciple, et les deux se font face, prêts. Notre héros pense alors à cette autre pierre que le vieil homme a mentionnée. Il se souvient que seuls les individus éveillés très puissants peuvent la briser. Le jeune homme est confus au sujet de la compétence que le maître a dit lui avoir enseignée. Le public d'étudiants s'agite avec impatience pour le début du test, mais il décide de se concentrer. Alors que notre héros est déterminé à saisir cette occasion unique, le maître dit alors qu'il va leur transmettre sa compétence à cet instant. Il les prévient que s'ils ne ressentent rien, ils échoueront immédiatement au test. Le vieux chasseur annonce alors que le test peut enfin commencer. Soudain, une puissante aura rouge explose du corps du maître avec une force totale. La pression de l'aura est si intense que l'autre jeune homme peut à peine respirer. Il a l'impression qu'il va s'évanouir à tout moment, mais il essaie de résister à la puissance. Notre héros, de son côté, commence à avoir la vision d'une lance bleue brillante. Une lance magnifique et puissante brille intensément sous le clair de lune dans sa vision. Le système lui notifie qu'il a acquis une nouvelle compétence et maîtrisé une technique. Le maître dit qu'ils ont tous les deux l'aptitude nécessaire et qu'ils devraient en être fiers. Il explique que normalement, les gens ne ressentent rien ou s'évanouissent sur le champ. Avec un sourire, le vieux chasseur se prépare à commencer la phase suivante du test. Le maître se tourne alors vers eux deux et demande lequel va faire ses preuves en premier. L'autre jeune homme saisit alors fermement son énorme épée à deux mains. Il se positionne devant l'autre grande pierre qui brille en rouge. Le jeune homme annonce qu'il passera en premier et qu'il va briser la volonté de l'autre. Notre héros bâille simplement et dit qu'il se méfiait de lui depuis le début. Son rival l'accuse d'avoir soudoyé quelqu'un pour arriver jusqu'ici. Il se prépare alors à prouver qu'il a raison en utilisant sa grande force. D'un coup puissant, il frappe la pierre d'énergie de plein fouet et la brise en éclats. Le public est sous le choc de la facilité avec laquelle il a brisé la pierre. Le maître dit que le jeune homme a maîtrisé l'art de l'épée du roi dragon et que ce n'était pas mal. Le vieux chasseur se retourne alors et marche vers notre héros. L'autre étudiant le foudroie du regard et l'accuse d'essayer de lui voler sa place. Notre héros se contente de sourire et demande comment on peut vivre en marchant sur des œufs. Le maître interrompt la dispute et dit au jeune homme que c'est son tour maintenant. Il admet que le ton de son rival l'a agacé, mais qu'il est plus fort en puissance brute. Cependant, ce test ne porte pas sur la force, mais sur la preuve de sa réponse. De plus, le maître d'armes a dit que sa réponse était la bonne. Et même si la réponse était simple, c'était sa conviction. Alors il se demande quelle est la vraie raison pour laquelle il utilise une arme. La réponse à cela était déjà gravée dans son cœur depuis le tout début. Il se souvient que son objectif est de devenir comme la personne qu'il a sauvée dans le passé. Le jeune homme veut que d'autres puissent ressentir le même espoir qu'il a ressenti, et c'est pourquoi il est devenu un chasseur du bureau et veut devenir plus fort. Le jeune chasseur est déterminé à devenir bien plus puissant qu'il ne l'est maintenant. Avec un cri, il déchaîne sa nouvelle compétence appelée Persker. Le public est laissé complètement sous le choc par cette démonstration de puissance. Le maître d'armes observe le tout avec un air très sérieux et impressionné. L'autre jeune homme reste bouche bée et se demande bien ce que c'était. Le héros se retourne alors et s'excuse auprès de son rival pour ce qu'il s'apprête à faire. Avec un sourire, il demande si cela dérange son aîné qui lui vole sa place. Le maître explique alors que les armes et les compétences ne sont que des outils. Désignant le jeune homme, il dit qu'à partir de ce jour, il est son disciple. Notre héros esquisse alors un sourire et remercie le vieil homme pour cette opportunité. La foule d'étudiants applaudit et célèbre le résultat du test. La scène change et une voix dit à une fille qu'elle aurait dû écouter. Un harceleur tire les cheveux de l'étudiante et dit que c'est ce qui lui arrive. Une fille blonde se moque d'elle en disant que c'est triste de voir sa camarade de classe dans cet état. La fille blonde demande alors si l'autre voulait vraiment aider son amie. Elle continue en disant que la jeune femme aurait dû savoir à qui elle avait affaire. Le chef des harceleurs la regarde avec un sourire méchant et moqueur. L'étudiante au sol le regarde en retour avec un regard de haine pure. Le délinquant la nargue en disant que maintenant, elle est toute seule et sans amis.
Il révèle que son ami a fini à l'hôpital après être tombé du toit. En entendant cela, la colère dans les yeux de la fille devient encore plus intense. Le harceleur est agacé par son regard et dit qu'il n'aime pas ça. Il dit que ce regard lui donne juste envie de la frapper et lui donne un grand coup de pied. Soudain, un de ses acolytes dit que le jeune maître est enfin arrivé. Ce soi-disant maître est un homme aux cheveux blancs qu'on appelle un chasseur de rambais. Le chef des harceleurs leur dit de garder un œil sur la fille et de ne pas la laisser s'échapper. L'homme aux cheveux blancs l'appelle pour qu'il vienne et le délinquant est surpris. L'homme aux cheveux blancs dit qu'il l'a appelé dans un endroit où il n'y a personne. Avec un sourire, il dit que c'est pour qu'ils puissent s'amuser comme ils le veulent. Pendant ce temps, ailleurs, notre héros quitte son travail à la guilde. Un collègue le félicite d'être devenu le disciple d'un chasseur de rang S. Il demande si la lance que le jeune homme a choisie est suffisante, et le jeune homme confirme. L'arme qu'il a choisie est la lance d'évolution qui s'adapte à son utilisateur. Il se plaint qu'il est grand temps de rentrer chez lui après tant d'événements. Sa collègue essaie de l'empêcher d'entrer dans une pièce, mais il la pousse facilement sur le côté. À l'intérieur, une femme se dispute avec un garde parce qu'elle veut voir le chef Séoyol. Elle explique qu'elle est là parce qu'ils ne répondent pas à ses appels téléphoniques. À ce moment, le héros arrive et la femme le reconnaît comme le chef de la guilde. La dame crie son nom et le jeune homme, voyant son air désespéré, lui demande si quelque chose ne va pas. Elle attrape sa chemise et se met à crier pour sa fille, Yeon-hye. La femme révèle que la fille a été enlevée de force par le gang de la ceinture jaune. L'expression de notre héros change complètement en entendant cette information. Les yeux rouges brillants, il demande qui l'a enlevée exactement. La scène se déplace dans une forêt et l'un des harceleurs demande si c'est sur ici. Le chef dit que c'est pour ça qu'ils ont amené un chasseur de rambais avec eux. Il sourit à la fille et dit qu'ils doivent tester qui gagnerait un combat. Le délinquant lui dit de ne pas s'inquiéter car les monstres là-bas sont faibles. La fille le foudroie du regard, plein de colère et de détermination, dans un mouvement rapide. Elle tente alors de s'échapper en courant dans la forêt. Le chef des harceleurs dit au chasseur aux cheveux blancs de la rattraper rapidement. Il s'avère qu'un autre garçon essaie aussi de s'enfuir pour éviter de se battre. Mais avant qu'il puisse aller loin, quelqu'un lui marche sur le pied avec une grande force. Le chasseur aux cheveux blancs le met à terre d'un coup de pied puissant. Il marche ensuite sur le dos de la fille et dit qu'il n'y a personne pour l'aider. Soudain, quelque chose de géant et de tranchant vole vers eux à grande vitesse. Le chasseur sent la menace et prévient que quelque chose arrive dans leur direction. Puis une puissante décharge d'énergie envoie tout le monde voler. L'un des monstres finit par tomber au sol et le chef des harceleurs est terrifié. Le chasseur aux cheveux blancs dit au jeune maître de s'enfuir immédiatement. Il fait face à la menace qui a émergé de la forêt avec un air très sérieux. Soudain, un essaim de monstres insectes gigantesques apparaît de nulle part. Pendant ce temps, notre héros parle à quelqu'un au téléphone et le remercie pour le service. Il dit avoir découvert que cette personne était celle qui lui avait dit où se trouvait la fille. La personne au téléphone répond qu'elle ne faisait que répondre à un appel pour personne disparue. Cet homme nommé Kyung Joo-min prévient alors le héros d'être très prudent. Notre héros répond qu'il est un peu trop tard pour qu'il s'inquiète de ça. Il observe la forêt et commente que c'est un endroit où il ne vivrait jamais. Cette zone est connue sous le nom de ceinture jaune et a été scellée après une rupture de donjon. Malgré leur apparence, les monstres là-bas ne sont pas considérés comme très forts, mais il a entendu dire qu'ils sont très rusés et difficiles à affronter au combat. Cependant, il remarque qu'ils sont plus faibles que les gobelins rouges. Le jeune homme court en pensant qu'il doit sauver la fille le plus vite possible. Soudain, l'un des monstres tire un projectile acéré dans sa direction, mais le jeune chasseur parvient à esquiver l'attaque d'un mouvement rapide. Il se retrouve encerclé par un immense essaim et le système commence à générer sa lance. Une sphère d'énergie apparaît dans sa main et il dit qu'il n'a pas de temps à leur consacrer. Avec un sourire, il dit aux monstres d'appeler tous les amis qu'ils peuvent. Les créatures volent alors sur lui, prêtes à attaquer avec tout ce qu'elles ont. Un gigantesque essaim de monstres se rassemble et vole vers lui sans relâche. Le héros sourit alors et commente qu'il avait vraiment beaucoup d'amis. Les insectes géants se rapprochent de lui, prêts pour une attaque de masse. Sans peur, le jeune homme charge vers l'essaim pour commencer la bataille. Il commence alors à combattre tous les monstres en utilisant son énergie bleue. Malgré sa confiance, il admet que la situation devient dangereuse. Le système montre que le nombre d'unités alliées dans le labyrinthe diminue. Il se rend compte que s'il attire plus de monstres, le labyrinthe pourrait s'effondrer. Cependant, il sait qu'il ne peut pas gérer ce nombre d'ennemis seul. Face à la situation, il pense que dans ce cas, il ne lui reste qu'une dernière option. Le jeune homme dit alors qu'il devra utiliser son dernier recours contre eux. Avec un sourire, il demande au monstre s'il aime jouer dans les hauts. Il déchaîne alors une énorme vague d'énergie qui envoie tout le monde voler. Et pour finir, le jeune chasseur frappe la sphère d'énergie de toutes ses forces. Avec ça, son attaque chargée à plein crée un énorme vortex d'énergie au sol, puis une explosion massive se produit, engloutissant tout ce qui l'entoure. L'un des monstres finit par tomber sur un gobelin rouge qui se trouvait là. La créature semble alors très confuse par ce qui se passe. Les insectes géants sont emportés par le fort courant d'eau de l'attaque. L'énorme quantité d'eau finit par inonder complètement tout le labyrinthe. Beaucoup de créatures finissent par être balayées et emportées par la force de Léo. Il le regrette car restaurer le labyrinthe sera un cauchemar et coûtera cher, mais il serre le poing, déterminé, car c'était le seul moyen de gagner. Au moins, l'endroit est calme maintenant et il peut avancer seul. Pendant ce temps, les harceleurs continuent de courir à travers la forêt, terrifiés.
Il se demande désespérément combien de temps ces choses continueront à les poursuivre. Le chef crie sur le chasseur qui dit qu'ils sont trop nombreux pour qu'il s'en occupe seul. Le harceleur lui dit alors de se taire et le traite de complètement inutile. Soudain, une lame tranchante fend l'air à une vitesse impressionnante. Un des sbires est sous le choc en voyant quelque chose passer en volant près de lui. Le chef et la fille sont également très surpris par ce qui se passe. Il s'avère que l'un des monstres a été touché en pleine tête par une arme tranchante. Le chasseur aux cheveux blancs prévient qu'il y a d'autres ennemis droit devant. Le chef et la fille finissent alors coincés au bord d'une falaise. Désespéré, il attrape les cheveux de la fille et dit au chasseur de faire quelque chose. À ce moment, une arme rouge frappe le monstre juste devant eux. La créature tombe au sol et les deux restent sans voix devant la scène. Le chef des harceleurs crie alors et demande craintivement qui est là. Une voix répond qu'il est un chasseur de l'administration et le traite de sale gosse. Notre héros fait alors face au groupe et demande si ce sont eux qui ont traîné la fille jusqu'ici. Le harceleur et la jeune femme le regardent, complètement terrifiés et confus. Son arme brillant, il répond qu'il est un chasseur du bureau et le traite de voyou. Il répète la question, voulant savoir s'il était responsable de tout ça. La fille crie alors son nom, complètement choquée et soulagée de le voir là. Il la prend dans ses bras et lui demande si elle va bien, en disant que c'est la première fois qu'il la voit pleurer. Le délinquant attire alors l'attention du chasseur du bureau, qui la serre dans ses bras. Il le montre du doigt et dit qu'il sait que le héros connaît la sortie et offre de l'argent en échange. La jeune femme dit alors au jeune homme de l'ignorer et de simplement partir, mais il s'excuse auprès d'elle, qui est confuse par son action. Il utilise alors une de ses compétences pour faire évanouir la jeune femme. Il la dépose au sol et dit qu'il va finir ça rapidement pour pouvoir la sortir de là. Sa lance au sol, il se retourne et demande au harceleur ce qu'il croit faire. Avec un sourire mauvais, il dit qu'il va faire quelque chose. Il ne peut pas laisser la jeune femme voir. Le chef de la bande se met en colère et demande si le chasseur sait à qui il parle. Le héros répond qu'il sait qu'il est Park Jinta, le fils d'un juge de la Cour suprême. Il connaît aussi tous les crimes que le délinquant a commis dans le passé. Le jeune homme l'accuse d'être un type qui couvre tous ses crimes avec de l'argent. Sans un mot de plus, le jeune chasseur assène un puissant coup de pied au visage du harceleur. Le délinquant est complètement choqué par la force et la douleur de ce coup. Le héros l'attrape alors et le met au défi d'essayer d'utiliser son argent pour s'en sortir. Les yeux brillants, il le nargue et lui dit d'essayer de le tenter avec de l'argent. Il le jette alors avec force vers la forêt, loin de là, mais le chasseur aux cheveux blancs le rattrape et attaque le héros avec son épée dorée. Il se tourne vers le chasseur et dit que la chasse à la vermine est enfin terminée. L'homme aux cheveux blancs le regarde en retour avec un air sérieux et provocateur. Le harceleur crie et le traite de salaud fou en disant qu'il va périr ici. Le chasseur aux cheveux blancs charge alors et attaque le héros d'un coup d'épée, mais le jeune chasseur bloque facilement l'attaque avec sa lance. Les deux s'affrontent alors tandis que leurs armes s'entrechoquent avec une grande force. Il dit qu'il allait juste leur donner une leçon, mais que maintenant les choses ont beaucoup changé. D'un air sérieux, il les accuse d'avoir essayé de l'éliminer en premier. Les deux continuent alors le combat, échangeant des coups puissants et rapides. Le chasseur aux cheveux blancs se demande pourquoi il est dominé en force. Il se demande alors si le jeune homme est vraiment un chasseur du bureau, mais décide que ça n'a pas d'importance et prépare sa prochaine attaque puissante. Le chasseur aux cheveux blancs charge en avant avec son épée dorée enflammée. Son plan est de s'approcher et de porter au héros un coup fatal de près. Cependant, le jeune homme parvient à saisir le poignet de l'ennemi à la dernière seconde. Il prévient que si l'ennemi s'approche autant, il n'aura pas d'autre choix. Et sur ce, le jeune chasseur assène un puissant coup de poing au visage de son adversaire. Le coup est si puissant que le chasseur aux cheveux blancs est projeté en l'air. Le tyran hurle et demande s'il a acheté sa licence de chasseur avec de l'argent. Notre héros est surpris et se demande si ce type était un chasseur de rambais. Il se souvient que ses statistiques ont beaucoup augmenté après avoir chassé les insectes. Alors, le jeune homme réalise qu'il a enfin réussi à surpasser un chasseur de rambais. Avec un léger sourire, il se sent satisfait de sa progression en puissance en voyant son garde du corps vaincu. Le tyran décide de ramasser une pierre par terre. Il jette alors la pierre et crie en demandant de qui le héros se moque. Sans difficulté, le jeune chasseur le met à terre avec sa lance. Le délinquant tombe lourdement et se frappe le visage contre le sol. Il demande alors si le tyran a déjà été battu comme ça auparavant. Le délinquant crie que si quelqu'un est en colère, il devrait acquérir plus de pouvoir. Le héros conclut qu'un type comme lui ne devrait même pas exister. Le jeune homme lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne le fera pas beaucoup souffrir. Avec la jeune fille inconsciente dans ses bras, il se prépare à partir. Il dit alors qu'il le laissera en pâture aux bêtes affamées. Le tyran regarde en arrière et voit une créature bondir dans sa direction. Une meute de loups d'ombre aux yeux violets brillants apparaît soudainement. Complètement encerclé, il crie désespérément aux créatures de reculer. Le tyran hurle alors qu'il est violemment attaqué par la meute de loups. La jeune fille dans ses bras, notre héros s'en va, laissant le délinquant derrière lui. Ainsi, l'enlèvement de la jeune Yeon et qui a eu lieu dans la ceinture jaune prend fin. La jeune fille est alors rendue à sa famille et tout le monde pleure de soulagement. Un collègue rapporte que la personne responsable d'avoir laissé entrer le tyran a été arrêtée. L'incident finit par se propager dans divers médias et fait la une des journaux. L'affaire est classée avec la démission du juge de la Cour suprême, le père du tyran. Après un certain temps, la vie semble revenir à la normale en ville et à la guilde. Notre héros reçoit alors une notification indiquant qu'une nouvelle mission est apparue.
La mission est une extermination et il doit vaincre la reine des guêpes dans les 30 jours. Il se souvient d'avoir vu celle qu'on appelle la reine des guêpes en quittant la ceinture jaune. La créature était un monstre insecte géant et beaucoup plus puissant que les autres. Parce qu'elle est toujours protégée par d'autres guêpes, elle ne sera pas facile à attraper. Mais avec un sourire déterminé, le jeune chasseur dit qu'il la veut pour lui tout seul. Il sait que si les guêpes normales sont déjà fortes, la reine doit l'être encore plus. Le lendemain, il dit à ses collègues qu'il doit d'abord aller ailleurs. Un collègue lui rappelle alors qu'il doit terminer sa paperasse avant de partir. Le jeune homme le fixe d'un air sérieux sans dire un seul mot. Il ignore alors simplement l'avertissement et part, laissant son collègue seul. Il pense qu'il a un mois pour la mission et que les guêpes étendront leur territoire. Par conséquent, il décide qu'il doit être parfaitement préparé pour la bataille. En arrivant à un temple, il est accueilli par une réprimande pour son retard. Le maître d'armes l'invite à entrer et dit que l'entraînement commence maintenant. Cet endroit était la maison et le terrain d'entraînement du puissant maître chasseur. Il est alors surpris de découvrir qu'il est devenu un disciple direct. Le maître lui dit de ne pas se sentir sous pression car il n'y en a que 2 au-dessus de lui. Le vieil homme les mène alors dans une pièce où se trouvent les autres disciples directs. Un des élèves dit qu'il est prêt et le maître le remercie pour son bon travail. Le jeune chasseur fait alors face à l'autre disciple avec un air très sérieux. L'autre jeune homme l'observe en silence et une atmosphère tendue s'installe. Le maître révèle alors l'objet de l'entraînement, la mâchoire d'un golem de fer. Il dit que c'était la première créature qui a failli l'éliminer par le passé. Les mains sur l'objet, il annonce que l'entraînement de cette fois est terminé. Soudain, une puissante aura rouge explose de toute sa force du corps du vieux maître. Avec une force absurde, il parvient alors à ouvrir facilement la mâchoire du monstre. Même avec toute sa puissance, il admet que la mâchoire reste très résistante. Il remet ensuite les 2 parties de la mâchoire en place sans aucune difficulté. Les autres disciples sont impressionnés et notre héros se demande si son corps est en acier. Le maître se retourne alors et dit au jeune chasseur que c'est à son tour d'essayer. Il tient l'objet et pense que son niveau actuel dépasse déjà celui d'un chasseur de rang B. Même s'il ne peut pas l'ouvrir complètement, il pense pouvoir au moins la bouger un peu. Mais le vieux maître le regarde avec une expression de surprise totale sur son visage. Le jeune homme est choqué de réaliser qu'il ne peut pas bouger la mâchoire, même pas un peu. Le maître explique que l'entraînement développera sa force et lui dit de continuer à essayer. Il le prévient qu'il n'y aura pas d'autre entraînement tant qu'il ne pourra pas ouvrir la mâchoire. Notre héros devient désespéré et continue d'essayer d'ouvrir l'objet de toutes ses forces. L'autre disciple le regarde et pense qu'il savait déjà qu'il n'était que le favori du maître. La scène change et nous voyons l'autre disciple quitter le dojo après une autre session d'entraînement. Il se souvient qu'il s'entraîne très dur à l'association d'arts martiaux depuis 2 ans. Mais celui qui est devenu disciple direct est un gars de l'administration qui venait d'arriver. Appuyé sur la rambarde, il pense que, peu importe comment il voit les choses, tout cela est très injuste. Soudain, une voix le salue et souhaite une bonne journée à son aîné, Jong Junso. C'est notre héros qui le félicite pour sa 2e place au dernier test. Il s'approche et dit que même un jour férié, il est toujours bon d'arriver tôt pour s'entraîner. Le jeune homme dit à l'autre de le tutoyer, mais l'aîné refuse tout de suite. Le jeune homme plus âgé lui demande alors s'il a nettoyé tout le dojo tout seul, et il confirme. Il demande alors au nouveau venu de ne plus faire cela car cela met les autres mal à l'aise. Le héros se retourne et demande s'il y a vraiment besoin de diviser les tâches ici. Il explique qu'être un disciple direct ne lui donne pas envie de refiler le travail aux autres. Avec un sourire, il dit que tout le monde est là pour réussir ensemble au final. L'aîné fixe le nouveau venu et pense que c'est très agaçant. Il se souvient que depuis 2 semaines, le jeune homme s'est entraîné plus dur que tout le monde, sans exception. De plus, il n'agit pas comme un supérieur bien qu'il soit un disciple direct. Le héros s'entend aussi bien avec tout le monde et plaisante toujours avec ses collègues. Il s'entraîne comme un fou et continue d'essayer d'ouvrir la mâchoire du monstre. Junso admet que c'est pour tout cela qu'il le trouve encore plus agaçant, mais il avoue aussi que le nouveau venu est exactement celui qu'il aimerait être. Soudain, la mâchoire de pierre commence à bouger et à se fissurer un peu. Le jeune homme s'enthousiasme et célèbre, disant qu'il a presque réussi. Soudain, l'aîné lui offre une bouteille d'eau et le jeune homme est surpris. Il lui conseille de ne pas en faire trop à l'entraînement et l'appelle par son nom. Avec un sourire, le héros commente qu'il lui a fallu du temps pour abandonner les formalités. Les 2 semblent avoir enfin fait la paix et être devenus de vrais amis. Soudain, ils entendent le son d'un corps et se demandent ce que c'est. L'aîné explique que c'est le son de la guilde Overcross qui part en mission. Il dit que la guilde travaille jour et nuit car elle compte de nombreux membres dans ses rangs. La scène change et nous voyons une forêt ensoleillée et très paisible. Un groupe de chasseurs sort d'un portail violet au milieu des bois. L'un d'eux commente que le travail s'est terminé plus vite que prévu. L'autre dit que c'était rapide, surtout qu'ils ont capturé un ORC d'acier. L'un des chasseurs demande alors s'il est permis de capturer les monstres. Son collègue explique qu'ils vendent les créatures pour des milliards et que c'est de là que vient leur salaire. Le jeune homme montre alors un collier de la tribu des orques et demande s'il a de la valeur. À l'intérieur de la cage d'énergie, la créature les regarde tous les deux, les dents découvertes et avec beaucoup de colère. Le chasseur lui dit de jeter le collier et ajoute que personne n'achèterait cette camelote. L'orque d'acier rugit alors de colère et se prépare à attaquer de toutes ses forces. Il brise alors la cage d'énergie et se libère, laissant les 2 autres terrifiés. La scène change et nous voyons notre héros et son équipe en train de fermer un portail dans la ville.
Le chef d'escouade demande s'il devrait rentrer maintenant qu'ils ont tout terminé. Mais le jeune homme dit qu'il va directement à l'association des arts martiaux pour s'entraîner, mais il décline l'invitation et dit qu'il ne peut pas y aller car le maître n'est pas au dojo. Soudain, un collègue lève les yeux, effrayé, et demande ce qui se passe. À ce moment, le héros reçoit une alerte d'urgence pour toutes les équipes. L'alerte indique qu'un monstre boss 3 étoiles qui était transporté s'est échappé et que le lieu de l'accident est précisément l'association coréenne des arts martiaux. Au milieu de la destruction, l'un des disciples se demande d'où vient cet ORC. Un élève crie à une jeune disciple de sortir de là aussi vite qu'elle le peut. La petite fille s'inquiète pour le maître pendant que l'orque fait face à Jong Junso. Même s'il est tout blessé, Jong Junso reste debout et fait face à la créature. Dans un flashback, il se souvient qu'il s'est toujours considéré comme un génie depuis qu'il a rejoint Overcross. Il se consolait en se disant que se servir des autres guildes était un privilège des plus forts. Cependant, il a été abandonné par ses camarades dans une grotte et là, il a réalisé qu'il n'était qu'une autre pièce remplaçable de la guilde. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeune homme a réalisé à quel point le monde était vraiment cruel. Mais malgré cela, il tient son épée et ne veut pas croire que le monde est pourri. Il se souvient de qui l'a sauvé et veut maintenant aussi aider quelqu'un. Il veut rendre le monde meilleur alors que l'orque l'attaque de toutes ses forces. Il dit que c'est comme ça qu'il a tenu pendant 2 ans et traite le monstre de tête chauve. Le jeune homme peine à tenir debout mais il doit tenir le plus longtemps possible. Il lutte pour résister à l'attaque de l'orque 1 minute de plus, ou au moins 1 seconde, mais le monstre le projette au loin. Soudain, une lumière vive frappe le bras de l'orque de plein fouet. Une voix le félicite et lui dit qu'il a bien fait, alors que l'orque recule. Junso est sous le choc en réalisant que c'est notre héros qui est arrivé. Le héros lui dit de lui laisser le reste et le système l'appelle dans le labyrinthe. Sur ce, la scène bascule rapidement à l'intérieur d'un labyrinthe blanc. Il pense qu'il a entraîné l'orque dans le labyrinthe pour se la jouer, mais il fuit le monstre et réalise que la créature est plus forte qu'il ne l'imaginait. Il se demande si l'orque d'acier vient vraiment de se battre contre Overcross. Le monstre commence à détruire les murs du labyrinthe avec sa force brute. En fuyant la créature, il admet qu'il sera difficile de la combattre seul à ce moment-là. Mais dans ce cas, il a un plan et, avec un sourire, il crée une sphère d'énergie pour l'orque. Sans hésitation, le jeune homme lance la sphère d'énergie bleue au loin d'un geste rapide. Avec cela, plusieurs monstres plus petits sont invoqués et commencent à attaquer la créature géante. Pendant que l'orque est distrait, il prépare sa lance rouge pour trouver une ouverture. La bête d'acier rugit alors de colère et se prépare au combat contre les nouveaux ennemis. D'un seul coup, le monstre parvient à projeter au loin les créatures qui l'attaquaient. Notre héros est surpris de voir son ennemi détruire tous ses alliés avec facilité. Le système l'avertit que ses alliés disparaissent et il s'énerve d'avoir réparé le labyrinthe. Il comprend que les monstres normaux ne suffisent pas et qu'il doit utiliser un plan risqué. Le jeune homme décide alors qu'il devra faire appel à un type beaucoup plus puissant pour le combat. Puis une patte géante se pose sur le sol du labyrinthe, se révélant lentement à eux. Et soudain, une énorme créature émerge pour affronter l'orque d'acier dans cette arène. C'était le boss du labyrinthe, une créature effrayante nommée Ziziori. Le boss du labyrinthe charge alors de toutes ses forces sur l'orque d'acier qui se prépare. Ziziori attrape l'orque avec une grande force et l'immobilise un bref instant. L'adversaire étant distrait, notre héros parvient enfin à trouver une ouverture pour attaquer. Saisissant l'occasion, il charge avec sa lance rouge pour frapper le point faible. La créature hurle alors de douleur en étant attaquée des 2 côtés en même temps. Sans pitié, le boss du labyrinthe mord la tête de l'orque avec ses dents acérées. Avec l'aide de son allié, le jeune homme réussit à porter un coup fatal à la poitrine de l'orque. Soudain, le système annonce que Ziziori a été vaincu et que la réponse a été désactivée. Le jeune homme est furieux car l'orque d'acier a fini par vaincre son boss. Il crie que son boss a été réduit à néant et n'arrive pas à y croire. En colère, il donne un coup de pied dans le corps de l'orque qui est projeté à travers le labyrinthe. Le système annonce alors que le piège de la pluie d'acier a été soudainement activé. Sur ce, un grand nombre de flèches d'acier volent vers l'ennemi. Les flèches touchent l'orque en plein dans le mille, mais il reste debout malgré tous les dégâts. Le héros saisit sa chance et transperce le monstre avec sa lance de toutes ses forces. Les yeux brillants, il crie qu'il va porter un dernier coup pour en finir. Avec le coup venu du plafond, l'orque tombe enfin au sol et le combat semble terminé. Il sourit et commente qu'il a installé plusieurs pièges là pour les urgences. Voyant le résultat de sa stratégie, le jeune homme conclut que son plan en valait la peine. Soudain, son système de combat ouvre un écran bleu devant lui avec un avertissement. L'alerte indique que la durabilité du labyrinthe est faible et qu'il pourrait s'effondrer. Le jeune homme pense qu'il aurait été très difficile de gagner sans l'aide de son labyrinthe, mais soudain, le corps de l'orque au sol recommence à bouger et il est surpris. Le monstre qu'il pensait avoir vaincu commence à se relever en brillant d'une lueur rouge. La créature pousse alors un rugissement furieux, bien plus fort qu'auparavant. Le système prévient que l'orque d'acier est entré dans un état de fureur totale. Le jeune homme commente que l'ennemi est tenace et se prépare à sortir de là en ouvrant un portail. Il dit qu'ils finiront ce combat à l'extérieur du labyrinthe. La scène retourne ensuite au dojo, qui était complètement vide et silencieux. Junso se demande où notre héros est allé puisque tout le monde a été évacué. Soudain, un portail d'énergie bleue apparaît dans la cour, le laissant très confus. Il tend alors la main vers le portail qui brille avec une grande intensité. L'aîné sent une grande quantité de mana provenant de l'intérieur du portail.
À sa surprise, notre héros sort du portail, toujours en train de combattre l'orque d'acier. La créature, maintenant en mode berserk, semble encore plus forte et menaçante qu'auparavant. Le jeune chasseur continue d'échanger des coups avec le monstre géant au milieu de la cour du dojo. Le jeune homme est confus, se demandant s'il se défend parce que l'orque est fatigué. Mais il se rend compte que les attaques du monstre sont plus fortes et que ses muscles sont à la peine. Cependant, le jeune chasseur sent que son corps est également différent d'avant. Il se souvient que les 2 semaines d'entraînement intense n'ont pas été vaines. Même en sentant que son corps pourrait se briser à tout moment, la puissance continue de monter et, plus que tout, il peut enfin sentir les résultats de ses efforts. Sur ce, son arme brille d'une intense énergie rouge, prête pour l'attaque. Le héros charge alors et assène un coup puissant en plein sur le visage de la créature géante. Le monstre d'acier finit par cracher un liquide rouge à cause de l'impact. Avec un sourire confiant, le jeune homme commente que ce combat est plutôt amusant. Il attaque de nouveau avec un coup d'énergie dévastateur. La créature d'acier ressent la douleur du second coup mais n'abandonne toujours pas le combat. Le chasseur du bureau fait face à son adversaire avec un regard plein de confiance et de moquerie. Soudain, l'orque parvient à saisir l'arme du jeune homme avec sa main géante et puissante. Avec un regard furieux, la créature se prépare à contre-attaquer de toutes ses forces. Le monstre le projette ensuite sur le sol de la cour, créant un immense cratère. L'impact est si fort que le jeune chasseur est projeté loin à travers la cour. Allongé sur le sol, il réalise que l'orque peut encore utiliser sa tête même en étant furieux. Le jeune homme se relève et voit que la créature a planté l'arme du héros dans le sol. Puis le monstre charge le jeune homme désarmé pour l'attaque finale. Soudain, quelque chose vole à grande vitesse vers la créature furieuse. C'est le seigneur qui assène un puissant coup de pied en plein visage du monstre d'acier. Il crie qu'il va gagner du temps et dit au héros de prendre une arme rapidement. Cependant, l'orque le projette au loin d'un seul coup sans aucune difficulté. Le jeune homme crie alors de douleur en étant projeté avec une grande force, mais le jeune chasseur dit qu'il a déjà une arme et tient une des dents de l'orque. D'un coup sec, il parvient à arracher la défense de la bouche du monstre à main nue. Il dit qu'il utilisera toute l'énergie restante dans son corps pour le coup final. La créature géante semble confuse par la douleur et la perte de ses dents acérées. Les yeux brillants, il crie qu'il va faire exploser l'énergie pour en finir. Puis il enfonce la dent qu'il a arrachée dans la bouche de la créature de toutes ses forces. Maintenant, le monstre d'acier a une arme improvisée remplie d'énergie dans sa bouche. D'un coup de poing, il enfonce la défense encore plus profondément dans la gorge de son ennemi. L'énergie explose alors et la tête de la créature est complètement détruite par le coup. Le système annonce qu'il a obtenu une dague démoniaque en récompense de la victoire. En regardant le corps du monstre, il remercie car le combat était un bon entraînement. Il pense que grâce à cette bataille, il pourra passer à l'entraînement suivant. Pendant ce temps, une voix demande au seigneur allongé sur le sol s'il va bien. Le jeune homme est surpris car il reconnaît cette voix familière, c'est notre héros qui lui tend la main pour l'aider à se relever. Le jeune homme dit que son collègue s'est enfin réveillé et qu'il est coriace, tout contusionné. Le seigneur réalise que c'est notre héros qui l'a aidé à ce moment-là. Le jeune homme est confus et dit à son ami de se reposer car il n'y a personne d'autre. La bataille enfin terminée, il dit à son collègue que tout est fini maintenant. La scène se déplace ensuite au lendemain, au siège du bureau de gestion. Une foule de reporters et de photographes est rassemblée devant le bâtiment. Soudain, l'un d'eux crie et désigne quelqu'un qui arrive sur les lieux. Il s'avère que la personne qui est arrivée était le directeur des Overcross, nommé Baek Jaon. La presse l'entoure et lui demande de dire quelques mots sur l'incident. Le directeur s'approche alors et dit qu'il voudrait présenter ses excuses aux victimes. Il explique que l'orque avait une grande valeur de recherche pour la science. L'homme conclut alors en disant qu'il coopérera à l'enquête et scène va. Soudain, un des reporters pointe et reconnaît notre héros qui arrive. La presse l'entoure alors et lui demande comment un Randais a réussi à vaincre l'orque. Aidé par un collègue, il s'excuse et dit que l'interview devra se faire plus tard. Mais un journaliste demande si la réponse du bureau n'a pas été trop faible. Il continue en disant que le bureau aurait dû empêcher un incident comme celui-ci. Le jeune homme s'irrite de la question et son collègue lui dit de l'ignorer. Son ami explique que le type est un youtubeur payé pour créer la controverse et la confusion. Avec un sourire, notre héros réalise qu'il utilise toutes sortes de sales coups. Il dit alors à son collègue qu'il revient tout de suite et son ami est complètement confus. Le jeune homme s'approche du youtubeur et lui demande si l'émission est en direct en ce moment. Avec un regard sérieux, il dit qu'il veut que les gens entendent ce qu'il va dire. Furieux, il crie dans la caméra, demandant si ça fait du bien d'être payé pour nettoyer le désordre. Il pointe du doigt et dit qu'il crée le désordre et que c'est le bureau qui doit tout nettoyer. La foule et le youtubeur sont laissés complètement choqués et sans voix par son attitude. Avec un sourire, il se tourne et demande au directeur s'il n'a pas raison. L'homme le fixe alors en retour avec un sourire très sinistre sur son visage. Soudain, son collègue l'attrape par les cheveux et commence à l'entraîner. L'ami s'excuse et dit que le jeune homme ne se sent pas bien alors qu'il fuit la foule. Le directeur demande alors à son assistant si c'était le type qui lui a répondu. Le vieil homme dit que le jeune homme ressemble à un louveteau qui ne craint pas un tigre et le regarde fixement avec ses yeux rouges brillants. Il ordonne à son chef de section d'écraser le jeune homme. La scène change ensuite pour une salle de conférence à l'intérieur d'un bâtiment. Sur un écran, une vidéo du youtubeur à lunettes qui était sur les lieux est diffusée. Une femme explique que les médias ont publié des articles sur le directeur adjoint Yol.
Son ami dit que le commentaire était inapproprié mais que la punition est excessive. Il soutient que la grande guilde a tort et que les vidéos ont été manipulées. Un autre homme dit que peu importe s'il y a eu manipulation, car tout le monde en parle. Le chef de la division de surveillance, Yingek, dit qu'il doit être puni. Le collègue rétorque en disant que c'est Overcross qui devrait être puni pour l'erreur. Yingek se met en colère et frappe la table du poing avec une grande force. Il crie alors sur l'autre homme et lui demande s'il a perdu la tête. Soudain, un homme plus âgé leur dit à tous les deux d'arrêter de se battre immédiatement. Il demande si le taux de sauvetage de notre héros était de 100% et c'est confirmé. L'homme dit qu'il est un atout précieux et qu'ils doivent maintenir leur autorité. Angélique se tourne alors et demande si le collègue a un autre plan. L'homme plus âgé dit que puisqu'ils ont agi, une réponse viendra. C'était Park Gwang-so, le directeur du bureau de gestion de la ville. La scène se termine alors en montrant un couloir vide, bien éclairé par la lumière du soleil. Quelqu'un frappe alors à la porte du bureau du directeur Park Gwang-soo qui l'attendait. Une voix l'invite à entrer et notre héros ouvre la porte lentement et prudemment. Le jeune homme demande alors si le directeur l'a appelé pour parler de quelque chose d'important. L'homme plus âgé demande alors au jeune homme de s'asseoir d'abord pour leur conversation. Il dit qu'il a quelque chose de très important à discuter avec le chasseur du bureau. Une tasse de thé chaud est servie au jeune homme pendant la conversation sérieuse. Le directeur demande ce qu'il en a pensé et le jeune homme répond qu'il pourrait ouvrir un café. Satisfait de la réponse, l'homme plus âgé dit qu'il est un peu curieux à son sujet. Il demande ensuite quel rang le jeune homme pense qu'il obtiendrait s'il repassait le test. Le jeune homme répond qu'il n'est pas sûr, mais que ce ne serait certainement pas son rang actuel. Le directeur est d'accord et dit qu'il a fait des choses qu'un rang D ne pourrait pas faire. Cependant, il prévient qu'ils ont aussi eu beaucoup de problèmes à cause du jeune homme. Notre héros est confus et se demande s'il veut qu'il révèle toute sa puissance. Le directeur Park Kwang-soo est un politicien chevronné qui est en poste depuis longtemps. Il se souvient du conseil de son collègue d'être humble et honnête dans la conversation. Malgré le conseil, il n'est pas sûr de devoir lui parler du labyrinthe, mais le directeur le rassure et dit qu'il ne demandera pas comment il est devenu fort. Il explique que ce qui compte maintenant, c'est que le bureau a besoin de son pouvoir. À l'endroit au but, l'homme dit qu'il l'envoie en province. La scène change et nous voyons le bâtiment du bureau pendant un magnifique coucher de soleil sur la ville. Le directeur Bak dit que l'enquête est terminée et qu'il peut partir. Il demande ensuite au chef Han ce qu'il pense de notre héros du bureau. Le chef demande pourquoi il se soucie d'un simple premier intervenant comme le jeune homme. Avec un regard mauvais, il répond que rien n'est plus agaçant qu'un insecte dans son champ de vision. Le chef lui demande alors si c'est pour ça qu'il l'a viré à la campagne. Agacé par la question, le directeur demande si les deux sont proches. Soudain, ils aperçoivent le jeune chasseur au bout du couloir de l'immeuble. En entendant la voix, le jeune homme se retourne pour faire face à celui qui l'appelait. Le directeur dit qu'il était destiné à se rencontrer et qu'il a appris la nouvelle. Avec un sourire, il révèle que le jeune homme part en province et le chef est choqué. Le jeune homme dit que l'avis de mutation n'est même pas encore sorti et demande si le vieil homme le surveille. Avec un sourire, il dit au directeur de ne pas s'inquiéter car ce n'est que pour 6 mois. L'homme lui serre la main et commente que le jeune chasseur est très positif à ce sujet. Il explique alors qu'il a entendu dire que seuls les chefs de section y sont envoyés. Le directeur dit que le chef en ne le savait probablement pas et qu'il allait l'annoncer plus tard. Avec un sourire, le héros révèle qu'il a été promu et qu'il est maintenant le nouveau directeur adjoint. L'homme aux cheveux blancs et son assistant sont choqués par la double promotion. Il demande alors si le directeur n'est pas content et l'homme le félicite avec un sourire. Le directeur se demande si l'administration promeut maintenant les gens sur un coup de tête. Le jeune homme répond que cela signifie qu'ils ne veulent pas perdre un grand talent. Avec des auras de puissance, les deux se fusillent du regard dans un moment de pure tension et de colère. L'assistant interrompt alors le combat et dit à son patron de partir maintenant. Le directeur dit qu'il a été distrait une seconde et semble se calmer un peu. Lui et son assistant se retournent alors et commencent à s'éloigner, mais soudain, l'homme aux cheveux blancs se retourne et offre un conseil au jeune homme. Il dit que tenter de l'entraîner ailleurs était une erreur de leur part. Le héros répond que sa priorité en tant que premier intervenant ne changera jamais. Les deux continuent alors de marcher et le jeune chasseur les regarde depuis la fenêtre. Soudain, l'assistant appelle le directeur par son nom avec un air inquiet. D'un coup de poing puissant, l'homme aux cheveux blancs fait voler le sol en éclats avec sa rage. La force du coup est si grande que le sol du couloir est complètement détruit. Furieux, il crie et traite ses ennemis de maudits insectes insignifiants. La scène retourne au bureau du directeur Park Kwang-soo, alors qu'il observe la ville. Le directeur se tient près de la fenêtre de son bureau, une tasse à la main. Il dit au jeune homme de ne pas s'inquiéter car en apparence, ce n'est qu'une rétrogradation. Mais le directeur l'avertit qu'il doit montrer des résultats pour que personne ne puisse le toucher. Le jeune chasseur écoute attentivement les paroles de son supérieur dans le bureau. L'homme plus âgé remarque alors que le jeune homme semble avoir quelque chose en tête. Il remercie le directeur et dit qu'il y a une chose qu'il aimerait demander. Avec un sourire, le jeune homme dit que puisqu'il y va de toute façon, il a une requête à faire. Le directeur prend une gorgée de son thé, pensant à la demande du jeune homme. Regardant la ville depuis la fenêtre, il admet que le jeune chasseur est vraiment spécial. La scène retourne ensuite au bureau et le couloir de la guilde semble assez vide. Un collègue blond est choqué que le débutant soit devenu manager et ait été envoyé au loin.
Il demande au chef de section s'il était au courant et l'homme plus âgé le confirme immédiatement. Le blond s'inquiète pour le travail, mais le chef dit qu'ils trouveront une solution. De plus, le débutant a eu une semaine de congé et le chef lui dit de l'appeler pour dîner. Le collègue appelle alors le héros qui répond en disant qu'il est très occupé en ce moment. Le protagoniste répond qu'il fait ses devoirs en retard et l'autre est confus. Il s'avère qu'il est en tenue militaire au milieu de plusieurs monstres insectes. Il explique qu'il nettoie un nid de guêpes pour une mission d'extermination. Il raccroche ensuite au nez de son ami et dit qu'il le rappellera plus tard. Le héros se souvient qu'il n'a plus que 3 jours pour accomplir cette mission, mais le jeune homme remarque que les créatures produisent déjà de nouvelles troupes. Cependant, il s'en moque et dit qu'il se battra tant qu'il pourra encore bouger. D'un saut puissant, il charge vers l'essaim de monstres dans les airs. Ses yeux brillent de puissance alors qu'il se prépare pour le combat intense. Soudain, un nouveau type de guêpe beaucoup plus puissant apparaît sur le champ de bataille. Le chasseur du bureau commence alors à combattre les nouvelles créatures dans les airs. Il est surpris car il ne s'attendait pas à ce que la reine puisse créer ces monstres. Le système révèle alors que ce sont les dangereuses guêpes véloces. Elles sont comme des balles, et la reine ne les crée qu'en dernier recours en raison du coût en énergie. Le jeune homme sait que si le combat s'éternise, il finira par être encerclé par elles. Alors avant que cela n'arrive, le héros décide d'utiliser une de ses capacités. L'un des monstres est attiré de toutes ses forces dans le vortex d'énergie bleue. Il dit qu'il peut encore s'en occuper en utilisant le labyrinthe comme piège. De plus, la lance déséquilibrera les ennemis et ouvrira un chemin vers le nid. La reine des guêpes apparaît alors et se prépare au combat contre l'envahisseur. La créature géante semble sentir la présence du héros qui s'approche d'elle. Le chasseur continue de voler et de se battre pour atteindre le nid de la reine. Il remarque que le comportement des guêpes a changé pour éviter son arme. Avec les guêpes véloces et la nouvelle stratégie, la vérité devient claire pour le jeune homme. La reine monstre se méfiait de lui depuis un certain temps dans le nid. Avec un sourire, il se sent honoré qu'elle utilise son cerveau pour essayer de l'arrêter. Mais il s'avère que notre héros avait déjà un plan en tête pour cela. Il ne peut pas invoquer de monstre dans le labyrinthe car le boss a été vaincu plus tôt. Le jeune homme n'a donc qu'un seul plan et se prépare à le mettre en œuvre maintenant. Il entre dans le labyrinthe et commence à attirer les monstres dans le portail. Son plan est de mettre un nombre minimum de créatures dans son labyrinthe, puis le jeune homme quitte le labyrinthe pour la phase finale de son plan. Les monstres étant piégés, il se met en position pour attaquer le nid de la reine. Avec un sourire, il dit qu'il utilisera la lance pour son attaque finale. Le jeune homme vole alors à toute vitesse vers l'explosion dans le nid de guêpes. Il atterrit alors au milieu du nid, prêt pour la confrontation avec la reine. D'un regard provocateur, il la nargue et lui dit d'arrêter de se cacher. La reine des guêpes apparaît enfin et fait face à l'envahisseur dans son nid. La créature utilise alors sa capacité spéciale appelée le sceptre de la reine. Notre héros observe la situation avec un regard sérieux et très concentré. Il se rend compte que les phéromones de la reine sont devenues plus fortes pour appeler des renforts. Le jeune homme vole alors plus profondément dans le nid pour continuer sa chasse. Soudain, un monstre puissant l'attaque et son 6e sens l'avertit du danger. Il se rend compte qu'elle n'a pas appelé les autres mais un garde du corps spécial à la place. Le nom de cette puissante créature était Winglash, l'arme secrète de la reine. Le jeune homme est surpris qu'elle ait créé quelque chose d'aussi puissant juste pour l'arrêter, mais il comprend que l'invocation du monstre signifie qu'elle est vulnérable. Il dit qu'une fois le garde du corps tombé, il sera facile d'abattre la reine. La créature le dévisage alors avec ses yeux rouges vifs et prêts. Le héros attire le monstre dans son vortex, mais la créature parvient à s'échapper. Il essaie alors d'ignorer le garde du corps pour attaquer la reine en premier, mais la créature l'attaque par derrière et l'empêche d'atteindre sa cible. Le jeune chasseur parvient alors à se défendre de l'attaque avec sa lance. Une grande explosion d'énergie se produit, les projetant loin l'un de l'autre, mais le monstre l'attrape de toutes ses forces et commence à s'envoler loin du nid. Le jeune homme est choqué et qualifie la créature de démon pour ses actions. Il se rend compte que le monstre a sacrifié son propre bras pour éviter d'être attiré. Même blessée, la créature continue de voler avec ses ailes très puissantes. Pendant ce temps, la reine des guêpes se prépare à attaquer le héros à distance. Le jeune homme dit que les deux l'agacent et prépare sa prochaine attaque. Il prévient que quoi qu'il fasse, rien ne changera le résultat. Un vortex d'énergie massif attire tout ce qui l'entoure avec une force immense. Sur ce, les deux créatures sont aspirées dans le labyrinthe du héros. Le jeune homme commente que le plan a un peu changé, mais que ce n'est pas si mal. Sur ce, il avertit la créature de ne pas bouger imprudemment à l'intérieur. Le jeune chasseur explique qu'il a restructuré tout le labyrinthe pour ce moment. Il se traite ensuite de fou pour avoir parlé à des monstres et active ses pièges. D'un simple claquement de doigts, il déclenche tous les pièges de la zone. Le piège de la pluie d'acier est activé et une pluie de flèches s'abat sur eux. La créature protège alors la reine en utilisant ses ailes comme bouclier contre les flèches. Le jeune homme est surpris que la créature ait protégé la reine et le nid d'un battement d'ailes, mais il révèle avec un sourire que les flèches ne viennent pas d'une seule direction. Le monstre est touché par derrière et son corps commence à prendre feu à cause des dégâts. Il fait face aux créatures et dit qu'il les avait prévenus que rien ne changerait, peu importe leurs efforts. Sur ce, le jeune homme révèle qu'il a rempli tout l'endroit de pièges pour eux. Maintenant que l'arme ultime de la reine a été vaincue, le combat semble toucher à sa fin. Avec un sourire, il demande s'ils ne sont plus que tous les deux pour l'affrontement final.